26 février 1981, le TGV roule à 380 km par heure. 154, 380 km à l'heure, 155, encore 1 km. Encore 1 km. 380, on voulait le faire pour garantir à nos voyageurs. À l'époque, on me demandait si on allait mettre des ceintures de sécurité dans les TGV. Qu'on pouvait rouler largement au-delà des 260, 270 que nous visions. 380, c'était un essai de confort, j'allais dire, pour conforter les voyageurs que c'était absolument pas risqué de rouler à telle vitesse sur les rails. Accessoirement, je peux dire, on voulait connaître quand même, commencer à explorer les limites de notre système. Oui, quelles étaient les limites réelles du chemin de fer ? 10 ans plus tard, le 18 mai 1980, sur la ligne TGV Atlantique, dans une descente après la gare de Vendôme, c'est la vitesse stupéfiante de 515,3 km/h. 515. Ce jour-là, on touchait aux limites du chemin de fer. En décembre 89, avec 482 km/h, nous nous étions heurtés au mur de la caténaire, c'est-à-dire ce moment où la vitesse du train est proche de la vitesse de propagation des ondes sur le fil de contact. On s'est rendu compte qu'à 515 à l'heure, la dynamique du train, la dynamique des bogies, tout ça, ça passait très très bien. Et on s'est rendu compte que ce que l'on avait fait sur la caténaire nous permettait de repousser ce qu'on appelle la vitesse critique de la caténaire. Donc tout ça, ça allait très bien. Donc on était tout à fait convaincus, et les dépouillements, l'analyse précise de toutes les mesures l'a confirmé, qu'on n'avait pas atteint les limites de ce que j'aurais tendance à appeler les fondamentaux du système ferroviaire. C'était la puissance qui nous avait limités. Mais c'est pas un vrai fondamental de la grande vitesse. Ce que je n'aurais probablement pas imaginé, c'est que 17 ans plus tard, car il y a 17 ans que ces événements se sont passés, nous aurions l'audace, entre guillemets, de retenter une nouvelle campagne exploratoire des très grandes vitesses, cette fois jusqu'à 550 km/h et au-dessus. Audace, oui. Mais il a fallu attendre la décision de construire la nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg pour que l'on envisage de reprendre les essais à grande vitesse et explorer le domaine 500-550 km/h. Et peu à peu, l'idée a fait son chemin. Quand on regarde le tracé qui a été réalisé, c'est un tracé qui est assez favorable. Dès lors qu'on est à l'est de Reims, on a des grandes lignes droites, on a des grandes courbes, et donc c'est quelque chose qui est assez tentant vis-à-vis d'une tentative de grande vitesse, de très grande vitesse. Oh, cette idée, on l'a eu, on était plusieurs à l'avoir, cette idée. Disons que depuis 2-3 ans, ça me tournait dans la tête parce qu'il y a différents projets de la SNCF qui permettaient d'avoir une puissance forte, relativement forte sur une rame, le projet de rame à grande capacité, ce genre de choses. Quand les gens sont venus me dire, écoutez, est-ce qu'on peut pas recommencer ? La France est championne du monde, elle peut faire encore mieux avec une ligne nouvelle, avec le nouveau matériel Alstom et avec les techniciens de la SNCF. Moi j'ai dit banco, on va proposer à Réseau Ferré de France et à Alstom de battre notre propre record de vitesse sur rail. Je me rappellerai toute ma vie, et je pense que vraiment je me rappellerai toute ma vie, c'est le vendredi 26 août, vers 9h du matin, quand un responsable de la SNCF, Alain Le Guellec, m'a appelé en me disant « T'es assis ?» ?»« Oui, je suis assis. » »« Eh bien, t'y vas maintenant. » Tout de suite, j'ai dit « Ça sera une rame poste d'abord, parce que c'était le dernier petit enfant de la SNCF. » Et ça sera un tronçon duplex, parce que je pensais qu'il fallait faire avec l'accouplement d'une motrice poste et d'un tronçon duplex. Ça me semblait nécessaire pour avoir la puissance. Et voici le résultat. On prend une rame de série TGV Est. On ne conserve que les 2 motrices d'extrémité, mais survitaminées, en augmentant leur puissance de 40%. Et entre les deux, on place 3 voitures duplex, gain 30% en poids, bilan 20 000 chevaux pour 268 tonnes. Mais cela n'est pas suffisant pour rouler au-dessus de 500 km/h. On a bien vu rapidement qu'on était en limite de puissance sur les motrices POS avec la puissance que l'on pouvait espérer, puisqu'on se basait sur ce qui avait été fait en 1990. Donc l'idée a été de dire, mais il faut sûrement la motoriser davantage. En un mot, il fallait une motrice supplémentaire. Mais où la placer ? Tout simplement en équipant la voiture-barre de bogies moteurs, ceux
des futures rames TGV. Ce bogie, le voici en cours d'assemblage chez Alstom au Creusot. Bilan, 20 000 chevaux pour les deux motrices, plus 5 000 chevaux pour la voiture-bar, le compte y est. 25 000 chevaux pour 268 tonnes à concentrer d'énergie. Mais rouler à plus de 500 km/h au niveau du sol impose des contraintes aérodynamiques. Un élément qui est important dans la résistance à l'avancement, c'est ce qu'on appelle la césure entre caisses, et on a mis une fermeture complète de manière à avoir une continuité la plus grande possible de l'écoulement aérodynamique du train. Sur les motrices, là où on n'avait pas besoin des pantographes, on a enlevé les pantographes et on a mis un capotage pour caréner les motrices. On a fait la même chose sur certains espacements de dessous de caisse. Et en même temps, on a aussi travaillé le pantographe. Le pantographe, c'est l'organe qui assure le captage. On a travaillé les lois de pilotage, parce que pour cette campagne d'essai, contrairement à 90, on a un pantographe dont on peut en permanence régler l'effort de contact. On a travaillé l'archet, on a mis un archet avec une seule bande pour avoir la masse en tête, c'est-à-dire là au contact la caténaire la plus faible possible, de manière à avoir un pantographe qui suit bien les ondulations du fil de contact. On a surtendu la caténaire de manière à ce qu'on peut appeler la vitesse critique de la caténaire, c'est-à-dire la vitesse du train au-delà de laquelle ça se passe mal, soit la plus élevée possible. Et là, on l'a surtendu à 4 tonnes, ce qui fait que la vitesse critique de la caténaire est 620 km/h. Largement au-dessus de ce qu'on fera jamais lors de cette campagne d'essai. Donc en travaillant à la fois la caténaire et le pantographe, finalement on a un système qui permet d'avoir un très bon captage. Ajouter des roues de plus grand diamètre pour respecter la vitesse de rotation des moteurs. Des amortisseurs plus raides et doublés pour des raisons de sécurité. Et vous avez là tous les ingrédients qui font de cette rame une Formule 1 du rail. En fait, cette rame, constituée à partir des éléments de série, est avant tout un laboratoire roulant avec 650 points de mesure. Visite guidée lors d'un essai. Dans cette rame, il y a 2 labos de mesure. L'un, au rez-de-chaussée, si j'ose dire, c'est celui du constructeur Alstom, où là, eh bien, on suit en permanence le comportement complet de la rame, sur le plan mécanique, la stabilité, sur le plan électrique, les moteurs, la chaîne de transmission, sur le plan aérodynamique, l'effort de résistance et la tenue au vent, les échauffements et la captation du courant. Mais là, c'est un peu la partie secrète. Regardez, ils sont en train de travailler. Pardon. Là, un petit coup d'œil en passant, toute la régie vidéo, un fouillis de câbles, le cauchemar de l'électricien, et puis la partie labo se trouve par ici. Pardon. Il y a du monde. Vous savez pourquoi? Parce que ici, c'est en quelque sorte le PC de décision. Il y a à la fois une partie labo, surtout ce qui concerne la sécurité de la rame, et puis ici, il y a pouvoir de décision, de savoir si on fait l'essai, si on le continue, si on l'arrête. Suivez-moi. Là, on arrive dans la partie vraiment mesure, essai. Et alors, on suit, disons, à 4 niveaux. Il y a la stabilité de la rame, bien entendu, la partie mécanique. Il y a l'échauffement. On va voir si l'huile des roulements et des carters ne chauffent pas trop. Il y a la partie aérodynamique sur le comportement. Et puis, il y a aussi la captation, vous voyez, captation du courant, où on la suit en temps réel. Regardez bien le travail du pantographe à plus de 500 km/h, c'est stupéfiant. Il ne décolle pas de la caténaire. Au ralenti, on voit nettement la formation des arcs électriques. Et surtout, le fait qu'ils sont entretenus pour éviter toute coupure de traction. Enfin, regardez bien la faible importance du soulèvement, avec la détente des pendules, seulement 17 cm contre 25. Plus loin, au fond du